Emmanuelle Giuliani dirige le service culture du quotidien La Croix. De Berlin à Munich, elle a suivi la tournée allemande de l'Orchestre national de Lyon. 100 ans après l'armistice, une tournée symbolique à l'occasion des commémorations de la Grande Guerre, placée sous le signe de l'amitié, de Bach et de la musique. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 7. Le pouvoir universel de la musique, une histoire franco-allemande. Je suis Emmanuelle Giuliani, je travaille à La Croix depuis maintenant une quinzaine d'années, peut-être même un peu plus, et environ la moitié comme responsable de la rubrique musique classique au sein du service culture de La Croix. Et j'avais envie de vous raconter un reportage, et plutôt ces coulisses, que j'ai eu la chance de faire il y a quelques mois à Leipzig avec l'Orchestre national de Lyon. Alors tout commence à la rentrée de septembre avec une proposition de Hélène Segré. Hélène Segré, c'est une attachée de presse, comme il y en a beaucoup dans le monde de la culture, très sympathique, très efficace. Donc quand elle propose des choses, j'ai l'oreille aux aguets. Et là, sa proposition est tout à fait alléchante à plusieurs titres. Elle me propose donc de suivre une étape de la tournée d'un orchestre. Et une tournée d'orchestre, c'est toujours un moment un peu particulier, un peu une colonie de vacances pour adultes et pour artistes, où le groupe se retrouve ensemble pendant un long moment dans un voyage artistique et humain également. Donc déjà, ça c'est incitatif. L'orchestre, c'est l'Orchestre national de Lyon, qui est un des très bons orchestres français, mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu moins suivi, parce qu'il y a beaucoup d'orchestres d'actualité musicale, et je me le reproche un peu, d'autant plus que cet orchestre, il est en pleine mutation. Il y a eu beaucoup de recrutement de jeunes instrumentistes, donc c'est toujours une patte nouvelle au point de vue sonore. Autre élément qui attire mon attention et mon affection déjà, c'est qu'il s'agit d'aller en Allemagne. L'orchestre va faire une tournée allemande. Alors, aller faire de la musique en Allemagne, on peut se dire c'est pas extraordinaire vu que c'est une des patries de la musique, on le sait bien. Mais pour cet orchestre, aller à la Philharmonie de Berlin, qui est quand même une des salles les plus prestigieuses au monde, si ce n'est la salle la plus prestigieuse au monde, et puis après à Munich, entre-temps à Leipzig, qui sont des grandes capitales musicales. On sait que pour les musiciens lyonnais, ça va être des moments très importants. D'autant plus que, et c'est le dernier facteur attractif, ce reportage, ce qu'elle me propose, donc suivre l'orchestre, ce sera dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre. On est en effet tout près du mois de novembre 2018, donc 100 ans après l'armistice de 1918, et les commémorations, bon, ça a été vraiment un des événements tout à fait importants de cette fin d'année, tellement important même qu'on en a peut-être un peu usé et abusé, qu'on peut se dire dans les colonnes d'un journal comme La Croix, où il y a eu plein de dossiers, de reportages, de retours sur l'histoire, apporter une nouvelle pierre, bon, est-ce que c'est pas un peu l'article de trop? Mais aller s'intéresser aux commémorations de l'armistice, précisément en Allemagne, dans le pays ennemi, et autour de la culture et de la musique, je me dis de manière peut-être un peu présomptueuse, pourquoi pas, ça va faire un autre aspect, un autre éclairage, et donc allons-y. Je dis oui à Hélène, et voilà, et nous sommes embarqués ensemble. Très vite, on arrive à l'idée que puisqu'on sera en Allemagne, un orchestre français, eh bien, si on suivait, et ça va être possible, plus particulièrement des instrumentistes de l'orchestre qui ont une histoire avec l'Allemagne. Et en l'occurrence, elle me parle de deux jeunes musiciennes, l'une joue de l'alto et l'autre de la harpe, qui toutes les deux sont issues de familles franco-allemandes. Donc je me dis, là, le sujet, on l'a, ça va vraiment être intéressant à tout point de vue d'aller les suivre dans cette tournée allemande, puisque elles auront une histoire intime plus particulière avec l'Allemagne. Et puis, en fait, je me dis personnellement, au pire, s'il n'y a rien d'exceptionnel, ce sera l'occasion donc de retourner à Leipzig, cette ville que je ne connaissais pas, que je découvre un an plus tôt, en 2017, à l'occasion du festival Bach, qui se tient toutes les années au printemps dans cette ville. Et rien que pour ça, rien que retourner à Leipzig et sur la tombe de Bach, mon cœur bat un peu plus vite. Alors Bach et Leipzig, c'est la ville vraiment où il a été nommé en 1723, il est resté jusqu'à sa mort en 1750, donc ça a été une part
considérable de son activité. Il écrivait une cantate pour tous les dimanches pour saint Thomas de Leipzig. Il a composé parmi ses plus grandes œuvres à Leipzig son tombeau, et donc c'est une dalle toute simple dans l'église Saint Thomas, toute simple mais fleurie en permanence. Alors il y a des petits bouquets qui ont eu le temps de sécher, puis des fleurs fraîches. On voit que c'est un lieu de pèlerinage vraiment pour les gens qui passent par cette ville, et c'est vraiment une grande émotion. Je suis pas particulièrement cimetière, je fais pas le tour des cimetières des musiciens ou des artistes ou de manière plus personnelle, mais là vraiment la tombe de Bach, ça fait quelque chose, et on voit quand on y est que aussi bien des mélomanes japonais, que des gens qui habitent la ville, que des jeunes, que des moins jeunes. C'est pas un vain mot de se dire qu'il se passe quelque chose. Donc l'idée d'y retourner me fait très plaisir. La première fois, quand j'y suis allée, il faisait très très beau, donc c'était pour le festival Bach. Et avant d'entrer, il y a un petit café très sympa en face, avec une terrasse sous les ombrages. Et j'étais allée manger un gros gâteau à la cannelle, comme les Germaniques en ont le secret, avant d'aller voir cette tombe de Bach, parce que Bach c'était aussi un bon vivant. Il a eu plein d'enfants à Leipzig. Voilà, donc c'était aussi sa vie quotidienne, et la manière dont on se souvient de lui là-bas est musicale et pleine de révérence et d'admiration, mais elle est aussi très quotidienne, parce qu'on se balade dans les rues où il a été et où il a mené sa vie de mercenaire de la musique, un peu aussi, parce que parfois il en avait assez d'être obligé de composer comme ça un rythme effréné, même pour un génie, ça pouvait être compliqué. Et donc on vit plein d'émotions contradictoires, et voilà. Et donc je me dis, même si l'aspect Orchestre National de Lyon est pas aussi splendide que ce à quoi je m'attends, il y aura en tous les cas un petit retour sur la tombe de Jean-Sébastien, et finalement ça ne se refuse pas. Voilà, donc c'est comme ça un peu que les affaires s'engagent. Alors pour le reportage à l'ONL, il fait toujours très beau, comme la première fois que j'y suis allée. Il fait nettement plus frisquet, donc là il sera pas question de terrasse. Et je vais rencontrer donc ces deux musiciennes, Carole et Éléonore. Je vous en dis un petit peu plus dans quelques instants. Non pas donc, encore une fois, en terrasse devant Saint-Thomas, mais dans le hall de la grande salle du Gewandhaus de Leipzig. Alors, le Gewandhaus, c'est en fait la maison des drapiers. Donc, on a prévu de se rencontrer dans le hall du Gewandhaus de Leipzig. Alors, le hall du Gewandhaus et le Gewandhaus en lui-même, cette grande salle de concert, c'est pas un lieu particulièrement beau, parce que c'est un bâtiment un peu massif qui date de 1981 et qui architecturalement n'est pas éblouissant, même si la salle de concert elle-même est très très agréable. Mais les abords extérieurs et le hall lui-même, ça ressemble à beaucoup de halls de bâtiments de ces années-là, avec un peu beaucoup de marron, de beige et de couleurs entre moutarde et mayonnaise, des fauteuils sans grand caractère, des lustres qu'on remarque à peine. Donc bon, voilà, c'est pas un endroit très très exaltant forcément esthétiquement, mais c'est quand même un très haut lieu, parce que le Gewandhaus de Leipzig, donc c'est un orchestre qui a été fondé, c'est l'un des plus anciens d'Europe. Il est fondé au XVIIIe siècle, très exactement en 1781, et c'est une des premières formations qui n'est pas une formation de cours, mais une formation de citoyens, puisqu'il se tenait donc dans la halle au tissu, dans l'endroit où officiaient les drapiers. C'est un orchestre bourgeois, donc c'est un peu à l'origine de ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc là aussi, il y a tout un poids d'histoire que l'on ressent même entre les murs, encore une fois, pas très riants et pas très esthétiquement charmants, en tout cas, de ce lieu. Alors on se retrouve dans le hall avec Carole Millet, donc elle qui est altiste à l'Orchestre National de Lyon. C'est une grande brune, très souriante, à l'allure décidée. Et puis sa collègue qui s'appelle Éléonore Euler-Cabantus, qui elle est donc harpiste. Alors c'est drôle, au physique, elles sont très très contrastées. Elle, c'est une blonde plus fluette, d'apparence plus fragile, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Pour être capable de jouer de l'harpe, il faut avoir aussi un vrai physique. Alors toutes les deux, elles sont là, on s'assied dans ce hall qui est pas encore très très bien éclairé, et on commence à discuter un peu entre nous, et très vite elles vont discuter entre elles en fait. Alors
Alors, une harpiste et une altiste dans un orchestre, évidemment, elles font partie de la même formation, mais géographiquement, quand l'orchestre est déployé, elles sont pas tout près. Elles ont des instruments très, très différents et il y a plusieurs mètres de distance entre elles deux. En plus, dans leur ville de Lyon, elles arrivent pour les répétitions, les concerts, puis elles ont chacune une vie personnelle, elles reprennent leur transport, un peu comme nous au bureau, au journal, à la Croix. Donc, elles se voient pas forcément, elles n'ont pas des moments où elles discutent plus particulièrement. Évidemment, elles se connaissent, elles sont loin de s'ignorer, elles ont de l'amitié l'une pour l'autre, mais elles se fréquentent pas tant que ça et elles discutent pas si souvent. Et évidemment, le propre d'une tournée, eh bien, c'est de créer comme ça un huis clos itinérant, mais un huis clos entre les musiciens où on va beaucoup plus se voir, on va dîner ensemble, on va se retrouver par hasard ou volontairement à visiter les mêmes musées ou à aller dans les mêmes restaurants entre deux sessions, 2 séances de répétition. Et donc, j'ai un peu l'impression que cet article, ce prétexte que je leur ai offert va leur permettre en fait de mieux se connaître l'une l'autre et de se mettre à discuter et à parler de choses assez intimes dans leur vie familiale et à échanger de manière qui est un peu imprévue et qu'elle n'aurait sans doute pas pu faire en dehors évidemment de la tournée et puis de ce petit catalyseur qu'est le rôle de la Croix. Et là, je suis assez contente de moi, finalement, c'est pas très bien, mais je le confesse. Je me dis, c'est assez flatteur de se dire que on permet comme ça la rencontre entre deux femmes qui, encore une fois, qui se côtoyaient très régulièrement, mais qui ignoraient peut-être une part de leur histoire personnelle à toutes deux et qui vont avoir l'occasion de s'en parler. Alors la première, Carole, elle insiste beaucoup sur des souvenirs d'enfance et d'adolescence qu'elle a d'un oncle et d'une tante berlinois qui vivaient donc à Berlin. Et elle se souvient notamment quand ils allaient, parce qu'ils aimaient beaucoup la musique, quand ils allaient assister à un concert à la Philharmonie de Berlin où elle a joué, elle, Carole, avec l'orchestre la veille. Et elle se rappelle combien il prenait de soin à s'habiller. Elle se souvient des nœuds papillons de son oncle, de sa tante, absolument tirés à 4 épingles, et elle les revoit comme ça. Et donc, pour elle, ça a été tout naturel la veille, quand elle était à Berlin, puisque ça a été la première date de la tournée. Nous, on est le 2e jour à Leipzig de cette tournée de l'orchestre de Lyon. Une des premières choses qu'elle a faites, c'est d'aller au cimetière sur la tombe de son oncle et de sa tante, qui maintenant sont décédés, parce que jouer pour elle dans la prestigieuse salle de la Philharmonie, c'était revivre un peu le souvenir de cet oncle et de cette tante. Et il n'y a pas de tristesse, mais il y a l'idée qu'en fait, elle les a connus à un âge où elle avait peut-être pas tant à leur dire et pas tant à partager avec eux, que maintenant elle est elle-même musicienne, qu'elle joue dans un orchestre qui est sur la scène qu'ils regardaient eux deux quand ils allaient au concert. Voilà, et elle se dit qu'à travers les années, eh bien, au-delà des années, elle communique avec eux d'une certaine manière. Éléonore, elle, c'est une histoire moins anecdotique autour de personnages en particulier, mais c'est plutôt l'ambiance de sa famille, donc une famille franco-allemande, où elle se rend compte, maintenant qu'elle est adulte, maintenant qu'elle réfléchit à toutes ces questions, maintenant qu'elle est en tournée pour des commémorations de l'armistice, ou plutôt en Allemagne, c'est pas tant l'armistice que l'on commémore que la paix retrouvée, l'amitié franco-allemande et la construction européenne. On est beaucoup plus, et c'est tout à fait normal, tourner vers ça. Et elle revit un peu tout ce qui se disait ou ce qui ne se disait pas dans sa famille, autour notamment des notions de culpabilité. Comment a-t-on pu être allemand dans une famille où les Français ont pu souffrir de la guerre, et à l'inverse de culpabilité de ces Français qui ont frayé avec l'ennemi, et non seulement frayé, mais fondé une famille avec l'ennemi. Comment on se pardonne? Qui a à pardonner quoi? On n'a pas à pardonner son origine, on est ce qu'on est. On n'a pas forcément à pardonner toutes les maladresses, toutes les douleurs qu'on n'a pas su exprimer. Et tout ça, c'est plein de questions. Et de la même manière, en tant qu'adulte, elle se dit que petite fille, vis-à-vis de ses grands-parents, elle se rendait pas compte, et heureusement qu'un enfant n'avait pas ça à prendre en charge, mais à la fois, avec le recul du temps,
tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a ressenti sans pouvoir y mettre des mots et sans que les adultes de l'époque ne veuillent ou n'osent eux-mêmes mettre des mots, eh bien ça affleure de manière très forte et elle pense et elle en parle avec Carole et elle dit à sa camarade que ce soir quand elles joueront et déjà hier à Berlin, ce soir à Leipzig et pendant toute la semaine où la tournée va les entraîner sur les routes allemandes, évidemment, elles y penseront. Alors, ça changera peut-être pas leur manière de jouer Ravel, Offenbach ou Barber, mais en tous les cas, ça les imprégnera très profondément. Et encore une fois, assister à cet échange de paroles, à ces choses qui naissent chez Carole des paroles d'Éléonore et chez Éléonore des paroles de Carole, c'est des moments qui sont peut-être pas des révélations fondamentales pour l'histoire de l'Allemagne et l'histoire de France, mais qui certainement pour leur histoire personnelle est vraiment important. Donc voilà, et après, tout ça vraiment reste très présent dans mon esprit quand j'essaye sans trop me perdre, et je me perds un peu, mais c'est pas désagréable, de tourner dans les couloirs et les coulisses du Gewandhaus parce que j'ai un article à écrire au retour, et j'en suis très contente, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, sur cette tournée, mais aussi sur la partie musicale, sur le chef d'orchestre, et donc je cherche, et je finis par trouver la loge de Leonard Slatkin, qui est donc le chef d'orchestre, un Américain, qui a d'ailleurs été le directeur musical et qui est toujours directeur honoraire, enfin un titre de ce genre, de l'Orchestre National de Lyon, et qui donc est le chef qui accompagne toute la tournée. Et alors là, avec Leonard Slatkin, c'est un Américain très courtois, chaleureux, professionnel, enfin, je vais être en plein dans les clichés, mais allons-y, tout à fait le côté artiste américain qui ne vous connaît pas, mais qui tout de suite vous embrasse, vous prend dans ses bras et vous dit qu'il est tellement content de vous parler. Et au moment où il le fait, c'est sûrement très vrai. Et donc là, il va parler de manière très intéressante et très pensée de la manière dont il a construit le programme. Il est américain, il a choisi l'Adagio de Samuel Barber, si célèbre, cet Adagio pour cordes, mais qui est aussi un grand moment de méditation sur à la fois la violence et une espèce de purification des sentiments humains pour flotter comme ça sur les cordes et sur l'air qui passe entre l'archet et les cordes et il en parle très bien. Il parle aussi du tombeau de Couperin de Ravel qu'il a programmé, et ça, le tombeau de Couperin, c'est une œuvre, d'abord c'est de la musique française, donc aller jouer le tombeau de Couperin en Allemagne, c'est être ambassadeur de la musique française, et ça c'est très bien. Et puis c'est aussi une œuvre pour laquelle Ravel a dédié chacun des morceaux à l'un de ses camarades artistes morts au front. Donc vraiment, c'est une œuvre qui résonne particulièrement avec les commémorations de la guerre et qui résonne avec tout ce qui est mémoire, puisque c'est aussi une œuvre qui se rappelle des grandes heures de la musique française et notamment de Couperin. Donc c'est vraiment une mise en abîme à plusieurs titres qui prend tout son sens lors de cette tournée. Et puis il parle aussi de la manière dont il faut, 100 ans après, être si tant est qu'on le peut, parce qu'il y a quand même l'idée, on n'est pas encore dans la crise des Gilets jaunes au mois de novembre, mais on sent quand même que voilà, il y a des protestations sociales qui sont importantes. Aux États-Unis, la situation est pas non plus tout à fait souriante, question politique. Il y a les questions du Brexit en Angleterre, l'Allemagne et il y a toutes les interrogations autour de la suite après cette longue ère Merkel. Donc l'Europe que tout le monde appelle de ses vœux et qu'on célèbre encore une fois 100 ans après l'armistice, elle est un peu, l'Europe et le monde même plus largement sont un peu en plein doute, en pleine interrogation, et c'est pour ça que Leonard Slatkin a décidé de terminer sur une note un peu joyeuse et pétillante, et très française aussi, là aussi on est dans les clichés, mais pourquoi pas, avec une page de Offenbach. Mais avec Offenbach, on est aussi d'une certaine manière dans les commémorations, puisque Offenbach, il était d'origine allemande, et ça a été le grand roi de Paris, et avec de la musique légère qui semblait se soucier comme d'une guigne de tout le climat si lourd politiquement qui pouvait exister après la guerre de 70 et voilà. Donc tout ça, il y a plein de correspondances et ce qui me dit est très intéressant, vraiment, et je me dis que j'en nourrirai mon article de manière certainement très profitable et utile, mais que quand même ces histoires qui peuvent paraître beaucoup plus anodines, que m'ont raconté un quart d'heure avant l'altiste et la harpiste, Carole et Éléonore, c'est elles qui vraiment sont marquantes. C'est elles que je garde en tête.
dans le cœur, sans vouloir être trop grandiloquente, mais il y a quand même un peu de ça, et puis qui vont faire que ce reportage à Leipzig, bien sûr Bach, bien sûr le concert, bien sûr cette ville ravissante qui, malgré les destructions, garde aussi beaucoup d'aspects architecturaux très 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 attachants, mais finalement ce sera cette discussion dans la pénombre avec ces deux femmes dans ce hall pas très joli qui aura été le moment fort. J'y repense évidemment au moment du concert, ce moment magique où la musique n'a pas encore commencé, où les instrumentistes s'accordent, le silence se fait peu à peu et où tout est à venir. C'est vraiment le moment, c'est comme pour une pièce de théâtre, quand le rideau va se lever, tout est à venir, on est vraiment dans cette tension où la préparation et l'attention est à son comble. Évidemment, je sais que je vais regarder particulièrement au milieu des altos, j'ai regardé particulièrement Carole. L'harpe, c'est plus facile de repérer tout de suite, là aussi. Et puis peu à peu, parce que c'est ça aussi évidemment la magie de la musique et surtout de la musique collective et de la musique orchestrale, je les regarde toutes les deux, mais je les regarde de moins en moins et mon oreille entend, comme celle de tous les spectateurs de cette immense salle, entend l'ensemble, entend la fusion musicale, entend cet orchestre de Lyon qui effectivement est en très grande forme. C'est vrai que le recrutement de jeunes musiciens mêlés aux plus expérimentés crée quelque chose, une véritable émulation sonore, un très beau phrasé, un grand talent et Leonard Slatkin il mène ça très bien. À sa manière, comme d'habitude, il a dirigé très professionnellement, avec beaucoup d'allant, beaucoup d'entrain. Et quand arrive Offenbach, ce côté joyeux, ça met la salle en transe. Et on se dit pas, mais c'est quand même un peu incongru, la guerre quand même, cette boucherie, c'est affreux. Et là, on est dans un French cancan parisien. Eh ben non, ça passe très très bien parce que finalement, toutes ces émotions, la joie, le souvenir, ce qu'on a oublié qu'on voulait pas oublier, ce qu'on a oublié parce qu'on voulait l'oublier, ce vers quoi il faudrait tendre maintenant, le pouvoir de la musique, mais ses limites aussi, tout ça se mélange et finalement, ça va très bien. Alors bien sûr, à la fin du concert, il y a toujours, là, particulièrement des applaudissements, même une standing ovation. Leipzig et Lyon sont des villes qui sont jumelées. Donc après, il y a un cocktail avec des discours. Donc moi, j'y vais quelques minutes, mais j'ai pas trop envie. Et j'ai plus envie, après justement, toute cette déferlante sonore, à la fois les moments extrêmement ténus, extrêmement pianissimo, et puis la joie explosive d'Offenbach, de rentrer à mon hôtel. C'est pas un long trajet, c'est quelques 10 minutes de trajet, mais comme il fait assez froid, il y a plus grand monde dans les rues de la ville et donc je longe notamment une autre très belle église qui est l'église Saint-Nicolas où Bach a également beaucoup officié, une église baroque alors que Saint-Thomas est plus austère et puis peu à peu ces ruelles qui l'été sont débordantes de terrasses mais là où tout est plutôt fermé, on sent que les gens sont emmitouflés à l'intérieur et voilà et je retrouve l'hôtel. Si j'étais très sérieuse alors que je suis encore pleine de toutes ces émotions, toutes ces sonorités, je me mettrais tout de suite à l'écriture de l'article, mais en fait, je ne le fais pas. Je le ferai quelques jours plus tard. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'alors que je pensais plutôt me servir de cette tournée lyonnaise d'une semaine, avec toute la logistique que ça implique, il faut transporter les instruments, il faut être sûr que les partitions seront au bon endroit, faut qu'il y ait les raccords dans les salles, parce que les acoustiques sont pas les mêmes. Enfin, je m'étais dit que j'allais raconter tout ça, il faudra peut-être que je le fasse un jour, mais là, en fait, l'angle du papier, comme on dit dans notre jargon, apparaît vraiment, ce sera à partir de l'histoire de ces deux jeunes femmes, de ces deux instrumentistes qui ont eu l'occasion de se rencontrer elles-mêmes avec leur histoire et toutes deux avec leur histoire partagée, qui fera vraiment l'attaque de ce papier. Et pour des informations plus pratiques, plus techniques sur comment on organise une tournée, ce sera pour une prochaine fois. Le reportage d'Emmanuel est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.
Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix.